Au début des années 80, au Royaume-Uni, l'augmentation du chômage pousse les ouvriers dans la rue. Au départ de Liverpool, des militants venus de tous les coins du pays, tout ce que le peuple compte de force, marchent sur Londres, vent debout, pour défendre la classe ouvrière, celle qui est née avec la révolution industrielle et qui n'entend pas se laisser faire. We've seen the devastation, we've seen industries, we've seen jobs, we've seen people destroyed by the policy of this Thatcher government. Le modèle qui guide Margaret Thatcher est une philosophie élaborée au lendemain de la crise de 1929 qui connaît un renouveau avec les changements économiques survenus une dizaine d'années plus tôt. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Eh bien, la logique économique des 30 Glorieuses s'épuise. Et en même temps, on a des penseurs économiques, Friedman, Hayek, qui donnent une théorie de rechange, disant « moins il y a d'États, mieux on se porte ». Et la conjonction d'événements nouveaux et de théories nouvelles donne un changement de paradigme. Hayek pensait qu'un État fort était une menace pour la liberté. Il plaçait la liberté au-delà de l'égalité. Et je pense que c'est ce qui l'a amené à construire sa théorie sur le bon fonctionnement de l'économie, et que nous appelons aujourd'hui le laisser-faire ou le consensus de Washington, une politique économique très libérale qui doit laisser les marchés jouer leur rôle et les individus faire leurs choix. Son célèbre livre « La route de la servitude » a eu une grande influence sur Margaret Thatcher ainsi que sur Ronald Reagan. À peine arrivée au 10 Downing Street en mai 1979, Margaret Thatcher applique le credo de Friedrich Hayek, baisse des impôts, privatisation et retour à l'état minimum d'avant la Seconde Guerre mondiale. There is now work to be done. C'est une figure très importante de l'histoire britannique parce qu'elle a été la première personne à dire au pays, après plusieurs décennies de déclin, que la Grande-Bretagne ne devait pas accepter ce déclin et que le pays pouvait se relever. Mais que pour cela, et elle l'a annoncé sans prendre de gants, il faudrait avaler des pilules amères, réformer l'industrie, la fiscalité et les dépenses de l'État. Le premier pays à avoir instauré l'État social est aussi le premier qui s'acharne à l'anéantir 50 ans plus tard. Pour y parvenir, Margaret Thatcher se propose d'abord d'abattre les syndicats, cette émanation, selon elle, du socialisme non démocratique. En planifiant la fermeture d'une vingtaine de mines, considérées comme déficitaires, elle pousse 80 000 mineurs à la grève, la plus longue de l'histoire britannique. 2 ans, entre 1984 et 1985. Elle n'hésite pas à la faire réprimer durement. Bilan, 3 morts, 20 000 blessés, 11 300 manifestants arrêtés. Plus d'un siècle de culture ouvrière et syndicale est étouffé, sans que le reste de la population ne se montre très solidaire. Sous Margaret Thatcher, l'État-providence était très mal vu. On considérait qu'il n'incitait pas les gens à travailler, que les aides qu'il touchait les dissuadaient de travailler. Et elle a tout démonté. La mesure la plus énorme qu'elle ait prise est passée inaperçue parce que les gens n'ont pas compris tout de suite ce qui se passait. Ça a été de privatiser les grandes entreprises d'État. Et elles étaient vendues de façon à ne pas donner l'impression qu'elles avaient été bradées. Elle a fait ça avec le logement social, elle l'a fait avec les services publics, avec British Gas. Elle l'a fait pour les télécoms et elle a affaibli les conseils locaux. Moins d'État, c'est moins d'impôts, mais c'est aussi moins d'argent pour les services publics. Thatcher s'en prend à ce qui reste d'impôts redistributifs en baissant drastiquement les taux d'imposition sur les revenus les plus élevés et sur les entreprises. Les inégalités augmentent mécaniquement. Si on regarde l'augmentation des inégalités en Grande-Bretagne dans les années 80, on constate que c'est l'une des plus fortes de la planète. Et ces inégalités résultent de cette politique sauvage. Pour finir, elle a introduit la poll tax, un impôt forfaitaire qui faisait que les plus pauvres devaient payer très cher pour leur logement. C'est la poll tax,
équivalent d'une taxe d'habitation. Elle frappe les individus et non plus les foyers. C'est un impôt identique pour tous, quels que soient les revenus. Il s'apparente à l'impôt par tête qui eut son heure de gloire au Moyen-Âge. Il s'agissait de prendre l'argent des pauvres pour le donner aux riches. C'était le contraire de Robin des Bois. Les gens ont tout de suite compris qu'ils allaient devoir payer de grosses sommes. Et c'est pourquoi le mouvement contre la poll tax a pris de l'ampleur à travers tout le pays, sans même qu'il y eût vraiment de leader. Et les gens ont fait ce qui s'est toujours fait au cours de l'histoire dans ce genre de situation. Ils ont refusé de payer. Et ils en ont fait leur slogan. Sans leader autoproclamé à l'instar des Gilets jaunes français, la rébellion de la poll tax échappe aux partis politiques. Des manifestations comme celle de Trafalgar Square en mars 1990 virent à l'émeute. Le gouvernement a réalisé tardivement qu'il était allé trop loin et qu'il devait faire marche arrière. Et bien sûr, cela a joué aussi sur le plan politique au sein du Parti conservateur, au sujet de Margaret Thatcher. Elle avait fait son temps. La révolte fiscale contre la poll tax réussit là où les syndicats avaient échoué et fait tomber le gouvernement de Margaret Thatcher à la fin des années 80. Mais l'héritage de la révolution néolibérale qu'elle partage avec Ronald Reagan va marquer profondément la vie politique. En Allemagne, les sirènes du néolibéralisme et les promesses de richesse qu'il fait miroiter vont faire tomber le mur de Berlin en novembre 1989. Pour les Allemands, c'est d'abord une libération. Les retrouvailles du peuple se font dans l'enthousiasme. In wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Dans l'euphorie ambiante, les gouvernements de l'Est et de l'Ouest doivent trouver un terrain d'entente. Nous avons décidé de réaliser une union économique et monétaire, c'est-à-dire d'introduire le Deutschmark aussi en Allemagne de l'Est, tout en sachant que son économie n'était pas compétitive. L'union monétaire imposée par l'Allemagne de l'Ouest se fait au détriment de l'Allemagne de l'Est, qui a encore tout à apprendre des lois du marché. Si les marchés traditionnels de l'économie est-allemande s'effondrent du jour au lendemain et que les entreprises ouest-allemandes sont autorisées à racheter les petites entreprises de l'Est, il est clair que ça favorise une prospérité beaucoup plus forte en Allemagne de l'Ouest qu'en Allemagne de l'Est. Pendant sa campagne électorale, Helmut Kohl avait promis aux Allemands de l'Est que l'économie de marché leur apporterait paysages florissants et prospérité. Pour financer la réunification, il met en place un nouvel impôt. Moi qui m'y étais toujours opposé, j'ai défendu le fait qu'il était nécessaire de créer un impôt de solidarité pour remettre de l'ordre dans les finances de l'État sur le moyen terme. Ce nouvel impôt solidaire, le Soli, doit être payé par tous les Allemands. Il est perçu de façon différente de chaque côté du mur. Les Allemands de l'Ouest ont l'impression de supporter toute la charge de la réunification, et à l'Est, on découvre ce que c'est de payer des impôts. En RDA, les gens n'avaient pas l'habitude de payer des impôts. Et pour eux, ça a été un processus incroyablement difficile d'intégrer la contrainte du fisc. Pendant de nombreuses années, beaucoup de gens n'ont pas rechigné à payer l'impôt de solidarité, parce qu'ils ont vu que ça rassemblait l'Allemagne et que c'était bénéfique à l'Allemagne de l'Est. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que ce n'était qu'un impôt comme les autres, que l'argent encaissé n'était pas dédié, qu'il servait à financer beaucoup d'autres choses que la reconstruction de l'Est. La réunification a servi de prétexte pour créer un nouvel impôt, et nombreux sont ceux qui se sont sentis floués.
Les Allemands de l'Est mettent à leur tour la main à la poche, mais perdent la garantie de l'emploi et l'accès gratuit à l'éducation et à la santé. Les paysages florissants dont parlait Helmut Kohl ont été une promesse électorale non tenue. Les nouveaux Länder se sont développés dans beaucoup de domaines, mais Helmut Kohl n'y était pour rien. C'était plutôt grâce à des gens qui sont restés ici et qui se sont efforcés contre vents et marées de faire au mieux. Ce conte de fées, cette vision romantique de la réunification a très vite disparu, parce que les Allemands de l'Est avaient un tout autre vécu. Lorsqu'ils ont été intégrés à l'Allemagne de l'Ouest, ils ont découvert les revers du système capitaliste, à savoir que beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage, que la protection contre le chômage n'était pas assez élevée, et qu'en même temps, le démantèlement du système social avait commencé. Et ça explique que l'euphorie de l'unification se soit très vite estompée. Au milieu des années 80, la France est emportée, elle aussi, par la vague néolibérale et son cortège de privatisation. Le chômage et la pauvreté explosent. Les inégalités sociales sont de plus en plus criantes. Des Français connaissent la faim. La solidarité nationale est sollicitée. Ce n'est plus le gouvernement qui est à l'initiative, c'est le show business. Il lance un cri et crée les Restos du Cœur, qui offrent des repas gratuits grâce à la répartition des excédents de nourriture. Ce sont des chômeurs qui ont une famille, tu vois, c'est pas des clochards qui vivent dehors. Alors, on fait une distribution plutôt qu'un repas, parce que, venir bouffer là, c'est un petit peu, tu vois, dérangeant pour eux qui ont une famille, alors que là, tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. En 1990, les dépenses de la sécurité sociale et du chômage sont telles que les cotisations sociales des salariés et des employeurs ne suffisent plus à les couvrir. Le gouvernement socialiste de Michel Rocard crée alors une nouvelle taxe, la CSG. La CSG, elle est créée en 1990. C'est un genre d'impôt sur le revenu, un impôt proportionnel. Il n'est pas progressif, celui-ci. Le taux est le même, quel que soit votre niveau de revenu. C'est un impôt, mais il va alimenter les caisses de la sécurité sociale et non pas les caisses de l'État. On a débranché des tuyaux fiscaux que l'on a rebranchés vers la sécurité sociale pour faire financer une partie croissante de la sécurité sociale par l'impôt et non plus uniquement par les cotisations sociales. Le mode de financement de la protection sociale change de nature et rompt avec le principe de progressivité mis en place depuis la Libération. 5 ans plus tard, le plan Juppé prévoit d'amplifier cette transformation. Oui, la France est à la croisée des chemins. Oui, la France n'a le choix aujourd'hui qu'entre le changement ou le déclin. Les travailleurs ne s'y trompent pas et y voient un affaiblissement de leurs droits sociaux. En moins de 24 heures, 2 millions de personnes descendent dans la rue, du jamais vu depuis mai 68. L'unité syndicale met la France à l'arrêt, poussant le gouvernement à renoncer au plan Juppé, qui prévoyait aussi de relever l'âge du départ à la retraite des fonctionnaires. 30 ans plus tard, la question des retraites est toujours aussi inflammable. Je vais crever de mes revenus. Je vais avoir de retraite 1092 €. J'ai 550 € de loyer. J'ai ma mutuelle et tout, je vais mourir et j'ai travaillé 40 ans à l'hôpital. Vous trouvez ça normal? J'ai commencé à bosser à 15 ans. Et à 12 ans, je faisais du bois. Je vais arriver à 62 ans, je leur ai cotisé 47 ans. Je trouve que ça, c'est une injustice. 15 ans que nous sommes à la retraite et nous n'avons pas touché un centime d'augmentation. Et voilà qu'aujourd'hui, vous nous mettez une taxe CSG sur notre couple. Il va falloir entendre ces sanglots avant qu'on disparaisse. Je suis veuve. S'il vous plaît, ne supprimez pas ces maigres ressources que nos pauvres maris se sont crevés à gagner. Pendant 42 années de labeur, je suis heureux de n'avoir rien coûté à la collectivité. J'ai le sentiment d'avoir une retraite bien méritée, surtout ne détruisez pas ce système. Le démantèlement de l'État social s'est accéléré avec la signature du traité de Maastricht en 1992. Il a institué la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux au sein de l'espace européen. Thatcher et Reagan ont définitivement gagné la partie.
Le Thatcherism, le Reaganism, c'est quoi? C'est la dérégulation. C'est le fait qu'on abaisse les frontières, on abaisse les protections des États, on transfère beaucoup d'activités au marché et on laisse croître les entreprises, avec plein de bénéfices qui ont enrichi un certain nombre de pays émergents, qui ont permis aux pays en voie de développement de se transformer en pays-usines et quand même de croître. Et des inconvénients majeurs, notamment en matière fiscale, avec un rôle devenu quasi prépondérant des paradis fiscaux et donc un affaiblissement de la taxation du capital, un affaiblissement de la capacité des pays à recouvrer les impôts qu'ils avaient votés, quel que soit le modèle social de chaque pays. Au 1er janvier 2002, l'euro est lancé. La monnaie unique facilite en premier lieu la circulation des capitaux et à l'exception du Royaume-Uni qui n'adopte pas l'euro, les États membres abandonnent une prérogative millénaire, le contrôle de la monnaie. Mais au sein de ce marché unique, rien n'est prévu pour protéger les systèmes fiscaux des pays membres. La construction européenne, elle aurait dû s'accompagner aussi de réglementations sociales et fiscales, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on a juste travaillé à de la réglementation commerciale, à lutter contre les monopoles d'État, à lutter contre toutes les frontières à la circulation des biens, donc aux ventes de biens. Et on n'a pas du tout réfléchi aux effets que ça pouvait avoir sur la structuration des groupes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez un espace où finalement vous pouvez circuler, si votre filiale de production, vous pouvez la mettre dans un pays où on paye moins les salariés, où il y a moins de charges sociales, de cotisations sociales sur les salaires, ben vous allez localiser votre unité de production sur ce pays-là. Si dans un autre pays, les produits de la propriété intellectuelle ne sont pas taxés, vous allez mettre votre holding dans ce pays-là. Et donc, l'Europe a aussi généré d'autres structurations de nos groupes, y compris des groupes français à l'international. Le credo numéro 1 de la construction européenne, c'est la libéralisation des capitaux, brandie depuis les années Thatcher. Et il revient à déposséder de façon implicite les peuples de la première de leur souveraineté, celle qui a conduit à l'institution des démocraties, le droit de décider de leurs impôts. La liberté de mouvement des capitaux est un paramètre qui a considérablement affaibli la capacité des États à décider des caractéristiques de leur système fiscal. Dès lors qu'on se trouve en concurrence, un système fiscal contre l'autre dans le monde, eh bien, ça n'est plus les États qui sont en mesure de décider de manière totalement souveraine des caractéristiques de leur fiscalité, mais plutôt ceux qui ont la capacité de faire bouger leur richesse. Et qui sont ceux qui ont la capacité de faire bouger leur richesse? Eh bien, ce sont ceux qui détiennent les capitaux, une grande fortune ou des entreprises qui peuvent très facilement faire passer des sommes d'argent d'un pays à l'autre. Et puis, les travailleurs les plus qualifiés qui peuvent trouver aussi bien un emploi à Londres, à New York ou à Paris et qui sont en mesure de faire jouer les concurrences fiscales qui concernent leur propre situation entre les pays. On a bien vu le nombre de Français qui sont allés s'établir à Londres dans les années 90 parce que les conditions fiscales leur étaient plus favorables. Alors en France, pour rester attractifs, les gouvernements et leurs parlements accordent des avantages fiscaux aux uns et aux autres selon leur catégorie professionnelle. C'est le grand boom des niches fiscales. Le politique devenant de plus en plus impuissant du fait de la prégnance du droit européen, une de ces seules voies possibles pour répondre à des demandes, c'est d'accorder un avantage fiscal. Ça, c'est facile, il suffit de le voter. Et on a accordé comme ça, c'est un outil politique pour répondre à des intérêts catégoriels. Malheureusement, le problème, c'est que ce sont des intérêts catégoriels et qui souvent ne sont pas justifiés au regard de l'intérêt général. Tous ces systèmes sont d'une rare complexité, entraînent de graves injustices, et c'est ce qu'on appelle la dépense fiscale. Il y en a pour 100 milliards. Et comme l'avait dit, résumé un parlementaire, derrière chacune des niches fiscales, il y a un chien. Du même coup, le vieux principe d'égalité devant l'impôt issu de la Révolution passe à la trappe. Et la quête de l'optimisation fiscale ouvre de nouveaux horizons à certains. Les règles sont complexes, elles sont
fragmentée et mondiale en même temps, si je puis dire. Et donc, par conséquent, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent de ça pour, en toute légalité, pour le coup, ils ne seraient pas des fraudeurs, mais ce qu'on appelle l'optimisation fiscale pour faire en sorte de payer le moins d'impôts possible. Et d'une certaine manière, je dirais, ils font ce à quoi les règles, ce qu'elles leur permettent de faire. Si on cherche une optimisation fiscale, c'est qu'on est déjà un contribuable d'un certain rang, qui subit une charge fiscale assez importante et qui a peut-être besoin qu'on l'éclaire sur les possibilités qu'il a de diminuer sa pression fiscale au moyen de propositions qui peuvent lui être faites ou qu'il peut imaginer d'ailleurs tout seul et sur lequel on le met soit ou pas en garde ou au contraire qu'on confirme possible. C'est ainsi que ça se fait. Effectivement, il faut donc qu'il s'associe les services de personnes comme moi, comme d'autres, qui connaissent un peu mieux la législation que lui. Quand vous faites une opération, vous pouvez poursuivre plusieurs buts. Un but financier, un but économique, un but juridique, mais aussi un but fiscal. Quand le but est exclusivement fiscal, vous êtes tombé dans l'abus de droit et donc facilement dans la fraude à la loi. Quand il est exclusivement fiscal. Mais aujourd'hui, la notion d'exclusivement fiscal a bougé et on parle maintenant de principalement fiscal. Alors, à partir de quoi une opération est plus principalement fiscale que juridique ou économique, c'est là où je trouve que les frontières sont difficiles à tracer. Les particuliers ayant la capacité d'alléger leurs charges fiscales, difficile d'imaginer que les entreprises ne profitent pas de la combine. À l'échelle du grand marché dérégulé, les possibilités de masquer leurs bénéfices prospèrent sur le dos des populations. Ça agit comme une prime à la délocalisation et ça pousse les entreprises à mettre aussi en place des schémas de production de plus en plus externalisés parce que tout est plus avantageux. L'aspect social, parce que quand vous allez en Chine ou dans d'autres pays asiatiques, vous payez beaucoup moins vos salariés, mais qu'en plus, tous les résultats sont exonérés via les remontées de résultats qui sont faits de manière optimisante. Et donc ça, c'est mauvais aussi pour l'emploi. Donc à tout point de vue, l'optimisation fiscale, pour moi, est quelque chose d'extrêmement nocif qui entaille le contrat social, qui entaille la confiance entre les citoyens et ses gouvernants, et qui, pour moi, est un des terreaux du populisme. L'optimisation fiscale des grandes entreprises a un impact direct sur les populations. Pourtant, de G8 en G20, les grands de ce monde soutiennent les multinationales qui mettent en concurrence les marchés du travail, les travailleurs du Nord et ceux du Sud. Un seul objectif, rester compétitif. En Allemagne, où la réunification a entraîné un taux de chômage de 12%, le gouvernement du chancelier Schröder légifère pour modifier le principe d'indemnisation des chômeurs et faire baisser le coût du travail. Quand en 2005, il institue les lois Hartz IV, les classes moyennes comprennent aussitôt que la précarité va s'accentuer. La vraie menace de Hartz IV ne concernait pas les chômeurs, mais le marché du travail en tant que tel. Dans le sillage de cette loi, s'est mis en place un bassin d'emploi bon marché en Allemagne, et particulièrement en Sachsen-Anhalt. La stratégie du gouvernement de l'époque était de vendre la Sachsen-Anhalt comme un land à bas salaire, un bassin de main-d'œuvre très attractif. Regardez, les gens travaillent ici à bon marché. On y pratiquait des salaires de 4 ou 6 euros de l'heure, ce qui était considéré comme parfaitement normal. Et c'était la conséquence de la loi Hartz IV. Ainsi, la Sachsen-Anhalt a sombré dans la pauvreté. Anéantissant tous les vestiges du modèle social est-allemand, la baisse du coût du travail fragilise d'abord les classes populaires. La social-démocratie allemande n'est pas la seule à avoir pratiqué le démantèlement du système social. C'est ce qui est arrivé aussi avec le Parti socialiste en France. Ça a aussi été le cas du PSOE en Espagne et des communistes italiens. À un moment donné, on est tombé dans l'illusion du néolibéralisme et on a donc abandonné la pensée des sociodémocrates et des socialistes. Au moment où la social-démocratie implose, l'objectif de redistribution et de réduction des inégalités grâce à l'impôt disparaît peu à peu. En 2005,
les peuples sont invités à se prononcer sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Le Danemark, les Pays-Bas et la France, les 3 pays qui ont choisi le référendum pour le faire approuver, se heurtent à un non. La France s'est démocratiquement exprimée. Mais que valent les suffrages populaires quand le grand marché unique se concentre sur la circulation des marchandises et des capitaux? À peine 2 ans plus tard, les États signent le traité de Lisbonne, sous copie du précédent. Ce tour de passe-passe démocratique va marquer les esprits. En 2019, il fera dire aux Gilets jaunes que la démocratie représentative ne se porte pas au mieux. Faire voter un nouveau traité européen qui tienne compte de tous et surtout ne pas biaiser le résultat du vote en le dénaturant. Nouvelle constitution incluant le référendum d'initiative citoyenne. Rencontre avec le député inexistante. Il est souhaitable qu'il puisse rencontrer les citoyens et leur... Limiter à un seul mandat la vie politique. La monarchie constitutionnelle est à supprimer. Les Gilets jaunes, dans leurs assemblées, se réapproprient le débat politique et veulent se faire entendre. De crise en crise, les liens entre fiscalité et politique s'imposent aux citoyens. La crise financière de 2008, c'est la prise de conscience qu'on a eu de la globalisation sans régulation. En fait, je devrais dire on a eu la globalisation parce qu'il y a eu de la dérégulation. La dérégulation euphorise les marchés, à commencer par celui de l'immobilier. Dans les années 2000, les banques, avec la complicité des gouvernements, ont incité les gens à s'endetter pour se loger. Mais ce sont des prêts hypothécaires à taux variable. Tu réduis ta taille de 10 000 en ING. L'explosion de ces prêts provoque une montée de taux pour le plus grand profit des banques et des marchés, mais aussi le malheur de ceux qui se sont endettés et qui n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts. En 2008, les défauts de paiement s'accumulent et déclenchent la crise mondiale dite des subprimes. C'est tout le système bancaire qui est au bord de la faillite. Les États, unanimes, se portent à son secours et le renflouent avec de l'argent public. Ce qu'il reste des États sociaux est sacrifié pour sauver les banquiers. Le Royaume-Uni est en première ligne pour soutenir ces établissements financiers parmi les plus puissants du monde. Devant le bâtiment du Trésor, on clame « Ne décimez pas l'État social ». Et c'est pourtant ce qui est au programme d'austérité de George Osborne, alors ministre des Finances du gouvernement conservateur. C'était un grand moment, mon premier budget, et j'étais un peu nerveux. Je savais que j'allais surprendre le pays en annonçant que nous allions devoir prendre une série de mesures difficiles, comme repousser l'âge de la retraite, ne pas augmenter les salaires du secteur public, des infirmiers et des enseignants, ou augmenter les impôts des contribuables les plus riches. Toutes ces choses n'étaient pas faciles à annoncer. Et je pense que les gens s'attendaient à ce que je le fasse par étapes sur plusieurs années, mais je l'ai fait en une seule fois. Pas d'état d'âme quand il s'agit de réduire la dette. En Allemagne, le ministre de l'économie d'Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, suit le même cap que George Osborne. Le néolibéralisme se renfloue sur le dos des plus pauvres. Le gouvernement fédéral a géré la crise avec une grande efficacité économique, notamment à l'aide du chômage partiel, de beaucoup d'aides à l'investissement, mais aussi avec de nombreux programmes d'investissement ou avec des aides à la consommation et pour la sécurité sociale. Avec le passage de Wolfgang Schäuble aux finances de l'Allemagne, le concept de déficit zéro s'est renforcé. Avec lui, le frein à la dette, mécanisme de strict équilibre budgétaire, sera inscrit pendant une dizaine d'années dans la Constitution allemande. Il est matérialisé par une horloge de la dette. Cette horloge de la dette est plutôt là pour rappeler qu'on peut concilier l'efficacité économique, la charge fiscale des citoyens et les revendications de la société. L'horloge de la dette est basée sur l'idée que l'on ne peut pas s'endetter exagérément, que l'on doit toujours veiller à pouvoir acquitter les dettes qu'on contracte. Ces chiffres rouges symbolisent comment l'action politique est mise en œuvre dans la politique budgétaire. Cette horloge symbolise surtout le credo fiscal allemand de la dernière décennie, réduire les dépenses coûte que coûte. En France, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, s'il ne réduit pas la dette, choisit lui aussi de sauver les banques et les riches en même temps. Dans le bureau du ministre du Budget,
est mise en place une réforme pour plafonner l'imposition des plus riches contribuables. Un bouclier fiscal qui limite à 50% de leurs revenus l'impôt total à payer. La réponse de l'augmentation systématique d'impôts est une très mauvaise réponse et ne doit pas être la réponse du ministre du Budget qui doit trouver d'autres moyens ou trouver suffisamment de force politique en lui pour empêcher le trop-plein de dépenses publiques et permettre à un pays de raisonner autrement. Une démocratie, elle doit raisonner efficacement avec l'argent des citoyens. Quand une entreprise paye trop d'impôts, quand un ménage paye trop d'impôts, c'est autant d'argent qui ne va pas circuler dans le monde privé, qui ne va pas nourrir l'économie, permettre l'augmentation des patrimoines, permettre de donner à ses enfants, enfin, voilà, être libre, au fond, de l'emploi d'un argent qu'on a gagné. Le bouclier fiscal s'accompagne de la réduction des dépenses sociales prônées par les politiques d'austérité qui s'imposent à l'ensemble de l'Union européenne. Une partie croissante des populations bascule dans la précarité et la pauvreté. Les travailleurs ont subi l'austérité. Ils ont enduré les restrictions salariales, la réduction des services publics, alors que, d'un autre côté, un soutien massif a été accordé au secteur financier. Ça a donné un monde très particulier, indécent en réalité, où les travailleurs étaient sanctionnés et où la finance était récompensée, alors qu'elle avait provoqué la crise. Pour contrebalancer cette politique qui privilégie toujours les plus riches et accréditer l'idée qu'ils doivent aussi être mis à contribution, les pays de l'Union européenne se joignent au processus lancé par l'OCDE pour réduire le train de vie des paradis fiscaux. La raison pour laquelle, en 2009, on a réussi à mettre fin au secret bancaire, en Suisse, au Luxembourg, à Singapour, à Hong Kong, aux îles Caïmans, aux Bermudes, et je pourrais en citer une cinquantaine de pays comme ça, c'est parce qu'il y a eu une dynamique politique très forte. Et cette dynamique politique, elle a été créée par le choc de la crise. Les pays qui fussent gouvernés par la droite ou par la gauche ont réagi en disant « on ne peut pas mettre des milliers de milliards d'euros pour sauver les banques et en même temps voir ces banques aider les contribuables via le secret bancaire à ne pas payer les impôts dont on a besoin pour sauver les banques. » Et là, on a utilisé un instrument qui s'appelle une liste, et on a proposé de faire une liste au G20 pour identifier les pays à secret bancaire qui avaient fait des progrès depuis les années 90, depuis les premiers efforts, et ceux qui n'avaient pas fait de progrès. Pour la Suisse, vraiment le vendredi 13 mars 2009, c'est un moment très important avec le recul, c'est le Conseil fédéral suisse, donc notre gouvernement, qui fait une conférence de presse et qui annonce que désormais, la Suisse va respecter le standard de l'OCDE, qui est le fameux, à l'époque, l'article 26 du modèle OCDE, c'est un modèle de convention double imposition. Et cet article 26 dit que les États doivent échanger des renseignements en matière fiscale et surtout ne peuvent pas invoquer le secret bancaire pour s'opposer aux échanges. Je crois que c'est en mai 2015, mais oui, c'est très rapide désormais, que la Suisse va même jusqu'à dire finalement, on va aussi accepter le standard de l'échange automatique de renseignements. La fin du secret bancaire, ce n'est pas juste des mots. C'est des actes juridiques, c'est des changements législatifs, et c'est de l'argent. Aujourd'hui, du fait du passage à l'échange automatique de renseignements, les pays ont d'ores et déjà collecté 107 milliards d'euros. Des gens qui avaient des comptes bancaires en Suisse ou ailleurs ont déclaré ces comptes bancaires dans leur pays de résidence et ont payé des impôts à hauteur de 107 milliards d'euros d'impôts. Et ça a eu un impact. Les dépôts offshore sur des comptes bancaires à l'étranger ont chuté de 24%. Mais les mesures prises par l'OCDE paraissent insuffisantes pour faire disparaître les paradis fiscaux. On continue à avoir dans le monde ces fameuses sociétés qui, en fait, ne sont de sociétés que des bouts de papier, derrière lesquels des gens peuvent encore aujourd'hui, moins qu'avant, mais aujourd'hui encore, se camoufler, que ce soit pour blanchir l'argent du crime ou que ce soit pour favoriser la fraude fiscale. Cette enquête sur qu'on appelait les Panama Papers a bien mis en évidence l'existence de ces véritables réseaux de sociétés de camouflage. Vous alliez aux Seychelles, que vous alliez aux îles Caïmans, que vous alliez même encore à Panama. C'est un des graves problèmes qui n'est toujours pas résolu. Sans aller aussi loin, il y a bien d'autres façons de constituer un paradis fiscal, comme au Luxembourg, qui
qui attire les sociétés en leur proposant des avantages fiscaux. Il est anormal que des micro-États au sein de l'Europe détournent des milliards d'euros de recettes fiscales à d'autres États qui, eux, forment les ressources vives de l'Europe, les compétences de l'Europe, qui forment les gens qui vont travailler dans ces paradis fiscaux, dans ces micro-États, et que ces micro-États non seulement détournent les recettes, mais ne rétribuent personne au niveau européen de toute cette valeur créée et qui est détournée. La concurrence fiscale au sein de l'Union européenne crée des tensions et des déséquilibres. Après la crise de 2008, les banques sont plus fortes que jamais, et les riches ont continué de s'enrichir. Les peuples se sentent floués et commencent à réagir. Les discours populistes séduisent à nouveau, et le coup pour l'Europe s'appelle le Brexit. En 2016, le gouvernement où siège M. Osborne propose aux Britanniques un référendum sur l'Europe. Les partisans du Remain s'opposent à ceux du Leave. Les promoteurs du Brexit font croire aux électeurs que l'Europe est à l'origine du démantèlement de la protection sociale, alors qu'il a été planifié par leurs gouvernements successifs depuis Margaret Thatcher. L'un des arguments sur lesquels les partisans du Brexit ont fait campagne, c'était l'idée que 350 millions de livres par semaine pourraient être dépensés pour le système de santé publique au lieu d'aller à Bruxelles. C'était un chiffre fallacieux, parce qu'en fait, une grande partie de l'argent que nous versions à Bruxelles était rendue par les fonds structurels européens. Le oui au Brexit est majoritaire lors du référendum du 23 juin 2016. C'est le nord-est de l'Angleterre, ancien fief travailliste, qui a fait basculer le vote. Nous voulions nous gouverner nous-mêmes, en finir avec les règles de l'Union européenne de ces 10 dernières années. Des règles du genre, vous devez prendre tant de réfugiés, tant d'immigrants. C'était fou. Je me suis senti perdu, abandonné par le gouvernement, tous les gouvernements, pas seulement le dernier en date. Le peuple produit de l'argent en travaillant dur, et les riches le gardent, ils ne le redistribuent pas là où il devrait aller. C'est un système très injuste. Avec le Brexit, se révèle une fracture territoriale qui coupe l'Angleterre en deux. Au nord, on voulait sortir de l'Europe. Au sud, on voulait y rester. Londres, le sud-est et l'est de l'Angleterre sont plus prospères que le reste du pays. À mesure qu'on remonte le pays, qu'on traverse les Midlands et qu'on va vers le nord, on constate qu'il y a davantage de zones sinistrées, que ces régions sont plus pauvres et les gens moins riches. C'est une fracture territoriale d'une autre nature qui coupe l'Allemagne en deux. Elle épouse l'ancien tracé de la frontière entre l'Est et l'Ouest. 30 ans après la réunification, la population se partage toujours entre les Aussie de l'Est et les Wessie de l'Ouest. Le mouvement populiste d'extrême droite AfD, Alternative für Deutschland, profite de cette situation. En Allemagne, nous avons l'AfD, et ce parti est plus fort dans l'Est de l'Allemagne. Pas parce que les gens sont plus sensibles à ses idées, mais parce qu'à l'Est, les gens ont le sentiment d'être exclus socialement, que leurs salaires sont trop bas, que leurs retraites ne sont pas suffisantes, que globalement, leurs conditions de vie ne sont pas bonnes. Alors, ils votent pour protester. C'est les disparités sociales qui font qu'ils votent AfD. Le vote de défiance catalysé par l'AfD en Allemagne n'est pas sans ressemblance avec les suffrages britanniques en faveur du Brexit. La peur de l'étranger s'agglomère au mécontentement fiscal et trouve un écho auprès des populations des territoires défavorisés. En France, c'est une augmentation de la taxe carbone décidée en 2018 qui révèle la profonde fragmentation des territoires. Ceux qui, loin des villes, doivent utiliser leur voiture pour le moindre déplacement se sont révoltés. C'est le point de départ du mouvement des Gilets jaunes qui, au fil des mois, a entraîné bien d'autres remises en question.
Les Gilets jaunes, c'est en quelque sorte une autre révolte fiscale, un accroissement de la charge fiscale qui est perçue comme injuste par une catégorie de la population provoque une réaction de cette catégorie. Et dans un environnement où la charge fiscale est très élevée et la satisfaction vis-à-vis des services publics très faible, vous pouvez avoir des poudrières comme celle qu'on a vue avec les Gilets jaunes. La taxe sur de la taxe sur de la taxe, encore. Je crois que ça a été le coup de trop. Ça grondait quand même déjà. Moi, c'est pas la taxe carbone qui m'a fait sortir. Ça a fait sortir les Gilets jaunes. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres comme moi qui attendaient ça derrière leur ordinateur à râler. Moi, je râlais depuis... je me disais, c'est pas possible, c'est quand que ça pète. Le désespoir du peuple est mobilisateur et dangereux. Si nous voulons rétablir la justice fiscale, nous moralisons le système capitaliste ou nous le détruisons. Stop aux diminutions d'impôts. Pourquoi ne pas instaurer un revenu universel minimum pour tous, surtout pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Renforcer les services publics. Supprimer au maximum les dispositifs niches fiscales qui constituent de véritables privilèges pour certains contribuables. Un travail avait été fait, on avait pris la peine de discuter en assemblée citoyenne, où tout le monde pouvait venir, où tout le monde pouvait parler, et où toutes les doléances, même les contradictoires, parce qu'il y en avait, ont été notées. Ça a été transmis. Les gens sont devenus furieux lors de cette assemblée quand la seule réponse des gens qui étaient au Sénat et à l'Assemblée, des locaux qui étaient au Sénat et à l'Assemblée, c'était « Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de violence policière, vous ne vous êtes pas fait gazer, ou alors vous le méritiez, vous ne vous êtes pas fait tabasser, ou alors vous le méritiez, et ce que vous me dites, on ne peut rien faire pour vous, ma pauvre dame, on dépense déjà beaucoup trop. » L'étape d'après, c'est de faire les choses pour soi-même et donc de prendre la main sur la question de la politique. C'est des gens qui, au final, ont demandé plus de démocratie. Convaincus de ne pas être entendus, les Gilets jaunes poursuivent leur mobilisation pendant près d'1 an. Des colères multiples et contradictoires se mêlent. Leur revendication principale, reprendre la main sur leurs impôts et que leurs doléances soient prises en compte. Mais les États, qui ont de moins en moins de pouvoir en matière de fiscalité, le peuvent-ils encore ? La fiscalité, c'est le cœur du cœur de la souveraineté. On l'a montré, il n'y a pas d'exercice de la souveraineté sans pouvoir de lever l'impôt. Ça a été vrai depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Et puis, on voit que la mondialisation, et puis les caractéristiques nouvelles des économies, on pourrait parler de la numérisation de l'économie, dont on voit bien que, elle ne correspond plus aux caractéristiques anciennes des activités économiques. Où est établi tel ou tel géant du numérique aujourd'hui ? C'est difficile à dire. Et du coup, puisqu'on ne sait plus très bien où sont localisées les entreprises, elles sont quelque part sur Internet, on ne sait plus très bien non plus où on peut les taxer. C'est toute la difficulté aujourd'hui de la taxation des entreprises que de réussir à territorialiser leur création de richesse. Après la révolution industrielle, la révolution numérique engendre une nouvelle façon de capter la richesse. Et c'est un groupe d'entreprises américaines, les GAFAM, qui rafle la mise en exerçant une domination sans partage sur le marché numérique de l'Occident. Quand vous utilisez Google, vous faites une recherche sur Google, vous ne payez rien, c'est gratuit. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise ne gagne pas d'argent. Elle le fait en vendant les données. Mais données qui sont par définition immatérielles. Donc un des grands défis de la taxation d'aujourd'hui, c'est aussi de savoir comment arriver à capturer ces éléments qu'on n'arrive pas à capturer traditionnellement. Le défi, il est absolument immense. C'est vraiment un sujet de souveraineté. Si on ne le fait pas, pour le coup, les États, y compris de type France, notamment avec des taux de prélèvement obligatoire importants, eh bien ceux-là, ils seront en grande difficulté par rapport au risque que la matière fiscale, elle s'évapore de leur territoire, elle ne soit plus présente, et que du coup, ils aient effectivement beaucoup de mal à financer leurs services publics et leur modèle. Pour répondre à ce nouveau défi, l'OCDE, qui représente une quarantaine de pays parmi les plus riches, pousse à la régulation des économies en travaillant à la création d'un impôt mondial.
L'OCDE travaille sur traiter les défis de la mondialisation et de la numérisation de l'économie en essayant d'avoir de nouvelles règles qui permettent aux États de continuer à taxer ce qui se passe chez eux tout en reconnaissant qu'il faut avoir une vision globale des choses. Ce qui est en jeu, c'est beaucoup d'argent. Pour l'évasion fiscale des multinationales, on estime qu'au niveau mondial, on en a sans doute aux alentours de 300-400 milliards d'euros par an au niveau mondial. Et si on met en place très vite cet impôt minimum mondial, eh bien on pourrait collecter 150 milliards d'euros au moins qui s'ajouteraient aux recettes fiscales actuelles. Je pense que c'est fantastique que nous ayons assisté à ce changement de conception et que l'OCDE ait réussi à développer un nouveau modèle d'imposition des sociétés en considérant que les entreprises ont une obligation envers les communautés avec lesquelles elles opèrent et qu'elles doivent payer des impôts là où elles opèrent et qu'il faut fixer un plancher minimum d'imposition mondiale pour que les pays ne se fassent pas concurrence en ramenant les taux vers le bas. Si cet accord est adopté, comme on le souhaite, on aura pour la première fois un outil qui permettra de mettre un terme aux pratiques dommageables des paradis fiscaux. De façon simple, ça ne force personne et aucun État à augmenter son taux d'imposition, mais ça donne un droit aux autres à surtaxer s'il ne le fait pas. Donc on a là un outil très puissant pour mettre un terme à une des pratiques nocives de ces dernières décennies. Et on est sur le point d'y arriver. C'est probablement la plus grande réforme de la fiscalité depuis un siècle. En attendant, les GAFAM passent toujours entre les mailles du filet. Et l'année 2020 va leur offrir la possibilité de s'enrichir encore plus. Avec la pandémie, les géants de la tech prospèrent au fil des différents confinements, au mépris du climat, de la justice fiscale et de la survie des petits commerçants. La crise sanitaire met en sourdine le soulèvement des Gilets jaunes, mais elle met aussi en lumière les carences du néolibéralisme et l'état avancé du dépérissement de l'état social qu'il a provoqué. Il n'échappe alors à personne que le système de santé, appauvri par des décennies d'austérité, ne peut pas faire face à la vague des malades. À tel point que le monde est contraint de se mettre à l'arrêt, obligeant les États à dépenser massivement pour maintenir les économies à flot. L'Union européenne doit emprunter en son nom des sommes colossales pour les injecter dans les économies de ses États membres. La crise actuelle du Covid est extrêmement intéressante parce qu'elle a entraîné, une fois de plus, une énorme augmentation des dépenses. Et elle a conduit à des ratios dette sur PIB qui avoisinent les 120% dans les pays développés. Nous n'avons donc pas encore atteint les 150% de la Première Guerre mondiale, sans parler des 250% des guerres napoléoniennes ou de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça reste un facteur de dette très important. Et je pense que beaucoup de gens s'interrogent en ce moment pour savoir si nous allons répéter ce qu'il s'est passé après la crise de 2008. S'il y a dette, il y a forcément impôt. Les choix politiques des États après la pandémie vont être déterminants, alors que 50 ans de néolibéralisme ont vidé l'impôt de sa capacité redistributive. On verra maintenant si, après la pandémie, on parvient à réduire davantage ces inégalités. Mais je n'en suis pas sûr, parce que la concentration s'est accrue et que le pouvoir économique est entre les mains de grandes entreprises qui ne souhaitent pas une réforme des impôts ni le retour de l'État-providence. On est sans doute arrivé à une époque charnière, on peut le voir de manière pessimiste, en se disant depuis 30, 40 ans, ça a plutôt tendance à se dégrader. On peut se dire aussi que les deux crises récentes, la crise financière de 2008 et puis la crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020, ont véritablement fait changer les choses et ont inversé un petit peu le cours des préférences des États et des opinions en matière fiscale. Je fais partie de ces gens qui savent que de gros changements ont eu lieu après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et je ne peux pas croire qu'il n'y aura pas aussi de gros changements après la pandémie, mais ils ne se voient pas encore.
À quelle fiscalité les populations vont-elles bien pouvoir consentir à l'avenir? La gabelle du XXIe siècle prendra-t-elle pour cible la circulation des données numériques? Faudra-t-il taxer le travail des robots? Des questions qui rattraperont tôt ou tard les gilets jaunes d'aujourd'hui et de demain. Avec à la clé, 2 simples interrogations, toujours les mêmes depuis le Moyen-Âge. Où va l'argent des impôts? Et quel modèle de société vont-ils permettre de construire?